De l'AES, moi personnellement, c'est une question que je suis depuis environ 2020. Voilà, quand les coups d'État ont commencé dans la zone, notamment avec le Mali. Je pense vraiment que, bon, moi je suis contre tout ce qui est coup d'État. Voilà, parce que c'est au peuple de décider qui il veut. Tant que leur choix est garanti et c'est ce choix qui est exprimé, c'est la personne qui veut qui est installée. Je ne vois pas pourquoi faire des coups d'État. Voilà, il faut faire attention parce que ça perturbe le développement. Et tous ces coups d'État, même les investissements même deviennent risqués. Il y a des indices accordés au pays selon la sécurité de ces pays-là. Donc si par exemple, je donne un exemple, les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Tout l'objet de notre rencontre aujourd'hui avec notre très cher, son Excellence M. Abdou Hamid, président de l'Organisation internationale de la jeunesse diplomatique, section Côte d'Ivoire, qui va nous égayer sur la question. Alors, tu es jeune, tu veux apprendre ce que c'est que la diplomatie, c'est maintenant, assieds-toi, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà, moi je vous demande de vous abonner, parce que très souvent vous regardez l'émission, mais vous ne vous abonnez pas. Donc tu n'es pas encore abonné, clique sur le lien d'abonnement et clique aussi sur le lien de notification pour pouvoir recevoir nos messages en longueur de journée. Bonjour M. Abdou. Bonjour Yann, comment allez-vous? Super bien, super. Et chez vous? Ça va très bien. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi, les vœux les meilleurs. D'accord, mais aussi les meilleurs à votre organisation surtout. Merci. Alors vous êtes président de l'Organisation internationale de la jeunesse diplomatique, section Côte d'Ivoire. D'accord, moi je vais demander pour la première question, présentez-nous votre structure et c'est quoi votre cahier de charge. Ok, très bien. Donc l'Organisation internationale de la jeunesse diplomatique, c'est une organisation qui a été créée pour tous ces jeunes passionnés des questions de relations internationales, de géopolitique et bien d'autres choses. Donc c'est aussi pour donner l'opportunité aux jeunes d'avoir des expériences dans le domaine de la diplomatie. Parce qu'on sait que c'est pas évident d'avoir des stages dans toutes ces institutions-là. On envoie des courriers, ça peut faire 1 an, aucune réponse. Donc on a voulu permettre aux jeunes d'avoir des expériences, d'avoir un CV, de faire du réseautage et de se développer personnellement et professionnellement. D'accord, donc en quelque sorte vous êtes un maillon qui permet d'aider tous ces jeunes-là qui veulent se former dans la diplomatie. C'est ça, Est-ce que vous avez des sous-sections à l'intérieur du pays? Bon. Ou bien l'organisation est centrée au niveau local, c'est-à-dire au niveau d'Abidjan seulement? D'accord, je vous explique. J'ai créé une direction récemment qui s'appelle la Direction des relations internationales et des expansions. Relations internationales pour gérer nos interactions avec le Bureau international de l'OJD, avec les autres pays, Haïti, Brésil, Cameroun, Burkina, Niger, même Mali aussi. Voilà, donc c'est cette fonction-là de créer d'autres sections dans d'autres pays et aussi la fonction expansion en Côte d'Ivoire, c'est de créer des sous-sections même de cette organisation-là à l'intérieur du pays, notamment Grand Bassam, Korogo et Bondoukou. Donc actuellement, vous n'avez pas encore de section dans les différentes villes du pays. À l'intérieur, nous sommes en train d'établir la section Bondoukou et celle de Korogo pour le moment. Ok, super. Alors parlons de votre programme, parce que nous sommes là, c'est pour ça aussi. C'est quoi votre programme au compte de l'année 2026? Bon, pour commencer, on va commencer au mois de janvier avec notre rentrée solennelle et l'accueil de nos nouveaux membres parce que nous sommes au terme de notre recrutement. Ce sera une grande cérémonie. On espère la faire dans les meilleures conditions. Il y aura, disons, la présentation de nos projets, encore la présentation de l'organisation, nos partenaires, et que je tiens à saluer d'ailleurs, comme le club des jurisprudents et bien d'autres partenaires qu'on a, comme l'université Efrata où nous siégeons. Donc, côté programme, et ce sont des activités centrées sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et des activités communautaires, tout ce qui est caritatif, ce genre de choses, on s'y attaquera cette année. Ok, mais là vous avez énuméré, je crois, le cas général. C'est ça. Vous êtes étalonné sur les différents programmes au cas général. C'est ça. Alors, cas par cas, concrètement, le mois de janvier, qu'est-ce que vous entendez faire? Le mois de janvier, on vient de conclure notre recrutement, donc ce sera déjà de faciliter ou de gérer l'insertion des nouveaux membres dans nos différentes directions,
faire notre cérémonie d'accueil des nouveaux, établir les relations avec les missions diplomatiques et consulaires présentes en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'accueil, c'est pour quand? La cérémonie d'accueil sera faite avant la fin du mois. Vous serez informé de la date et vous aurez votre invitation, bien sûr. D'accord, mais là je m'attendais à ça. Concrètement, les projets qu'on a, ils seront annoncés ce jour de cérémonie d'accueil des nouveaux rentrées solennelles. Ce sera le même jour, donc vous aurez toutes les informations là-bas. Voilà, les directeurs ont fait un travail remarquable sur cette question-là, donc je vais leur laisser le loisir, disons le plaisir même d'annoncer leur projet pour 2026. Waouh, vous êtes jeune, franchement, à vous entendre parler, moi je suis fier parce que de voir un jeune qui s'intéresse aux questions diplomatiques, c'est pas évident de voir des jeunes aujourd'hui parler de diplomatie. Surtout qu'avec la zone Afrique de l'Ouest, on peut critiquer, il y a des tendances qui se passent au niveau de nos pays. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que cela représente en tant que président de l'organisation de votre structure. Qu'est-ce que cela représente? Est-ce que le fait d'être président de la structure, il y a déjà une opportunité? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous sentez fier d'avoir créé cette structure? Bon, je ne l'ai pas créé à moi seul. C'est avec d'autres passionnés de diplomatie présents dans d'autres pays qu'on a pu asseoir une telle organisation. Mais l'idée est venue de vous, n'est-ce pas? En grande partie, oui. J'ai fait ma part dans la structuration, dans les objectifs de l'organisation. Même avant, on ne s'appelait pas Organisation de la jeunesse diplomatique, on était Pax Mundi. C'était la paix dans le monde en latin. Voilà, c'était l'objectif de promouvoir les questions de paix. On a même été présent à différentes activités en faveur de la paix en Côte d'Ivoire juste avant les élections. Mais après, on a vu que limiter notre champ d'action à la paix, c'est un peu, disons, réducteur. Voilà, on avait une plus grande mission, promouvoir la diplomatie, donner des opportunités aux jeunes. Donc, on a changé de nom pour devenir l'OIJD. Donc, déjà, être président de cette structure-là, moi, je trouve que c'est un privilège parce qu'on commence, bon, ça fait moins de 4 mois qu'on a entamé, disons, les vraies démarches, les avancées. Et au moins de 4 mois, on est connu dans presque tout le pays. On a eu déjà au premier recrutement seulement, alors qu'on était, on peut dire personne. On a eu près de 300 demandes. Wow, 300 demandes. Wow. Et le recrutement qui vient de s'achever en décembre, on a eu plus de 700 demandes. Donc il y a une masse concrètement qui... Il y a du monde qui veut adhérer à l'organisation. Et dans ces 700 demandes, on a pu retenir qu'environ 75 personnes. Voilà, mais pourquoi si peu de monde? Bon, ok, donc beaucoup se posent la question du pourquoi on ne prend pas tout le monde. Moi, j'ai une conception claire de cette question-là. Et voilà, vous avez sûrement appris que je suis désormais consultant en développement associatif et gestion de projet. Donc, c'est toutes ces questions-là qui permettent de mener une association, une organisation, une ONG à bon port. Donc, moi, j'ai des notions de gestion qui m'inculquent que prendre du monde, il y aura toujours de la nonchalance. Et la nonchalance, elle contamine l'ensemble de l'effectif. Mais un instant, attendez, un instant. Mais je pense que normalement, une association recrute à un certain nombre de personnes. Donc, si vous voulez être une association assez restreinte, mais vous fermez la porte aux jeunes qui veulent apprendre. Dans ce cas, je pense que c'est quand même un problème. Quand vous fermez la porte à tous ces jeunes qui veulent apprendre, on peut être dans une association, être partisane, mais adhérer à la structure, mais pas forcément être dans le bureau. Je comprends ce que vous voulez dire. L'organisation a été créée pour permettre la formation de tous ces jeunes-là dont vous parlez. On n'exclut personne, mais il y a disons, un peu de sélection qu'on fait. Pour ne pas qu'elle tombe, elle est dans ses débuts. Rappelons ça. Vous voyez des grandes organisations ou associations dans le pays, même présentes sur ce campus-là aussi. Il y a plusieurs qui recrutent comme ça sans limiter. Mais nous, on est encore à nos débuts. Et on a déjà dans nos statuts les membres d'honneur et les membres actifs. Quand tu postules, c'est pour être membre actif. Donc, tu viens apporter ta contribution, tu viens travailler. Tu ne viens pas juste porter le nom de l'organisation pour faire joli au dehors. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Si tu veux juste dire que tu es membre, tu es membre d'honneur simplement. Voilà, c'est écrit dans nos statuts. Les membres d'honneur n'ont pas droit de vote. C'est la différence. Les membres d'honneur n'ont pas droit de vote. À nos assemblées générales. Vous avez déjà votre récépissé, vous êtes allé à la préfecture? Bon, on est en train de mener les démarches. On a eu, disons, la demande en ligne. Mais vu que ça n'accélère pas, on a voulu faire les papiers en présentiel. Donc on est en train de travailler sur ça, mais ça fait dans moins d'une semaine. Bon, tout ça sera annoncé à
à la cérémonie. Vous êtes en train D'accord, de faire... j'ai hâte d'être à la cérémonie. Voilà, c'est Ok. ça. Donc c'est une invitation aussi pour les jeunes. Hein. C'est ça. Donc vous regardez la caméra. Tous les jeunes de invités. Côte d'Ivoire sont invités à notre activité. Ce sera vraiment ouvert. Ils pourront échanger avec Il y a une date, non? On va fixer la date, tout sera annoncé sur nos réseaux. Je vous invite donc à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore sur OIJDCIV et sur TikTok. C'est là-bas qu'on est le plus actif. Sur LinkedIn. Vous n'avez pas compte Facebook? On a Facebook, on a LinkedIn. Un peu de tout. D'accord, ok. Alors pour un jeune qui veut adhérer qui souhaite adhérer à votre structure, c'est quoi le protocole? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. On vous explique. Pour intégrer l'OIJD, c'est assez simple. Il faut faire un CV et une lettre de motivation. Après l'examen, si vous êtes admis, vous payez votre kit de membre, 15 000 francs simplement, et vous êtes membre de l'organisation. Maintenant, la sélection, ça se fait sur la base de quoi? Quand on regarde le dossier, on regarde le CV, on n'a pas besoin de personnes qui ont des diplômes. Même avec le bac, même sans le bac, vous pouvez entrer. Parce qu'on a, dans nos statuts, mis que c'est autorisé aux jeunes entre 17 et 27 ans. 17 ans pour permettre aux jeunes un peu matures de prendre part aux activités de l'organisation. Voilà. D'accord. Donc l'âge minimum c'est 17 ans. 17 ans. Et maximum 27 ans. 27 ans. Non mais je crois c'est 35 ans l'âge de la jeunesse. Donc, en Côte d'Ivoire c'est 35 ans, mais dans les organisations internationales c'est vraiment pas 35 ans. C'est vraiment pas 35 ans. On est plus autour de 25 ans. Mais donc moi, ayant à ma charge. Parce que les jeunes vous écoutent là. Ayant à ma charge les vieux jeunes ivoiriens, je ne pouvais pas dire 25 ans. J'ai fait des débats avec les autres sections de l'OIJD pour passer à 27 ans. Voilà, j'ai un peu forcé. Sinon, les autres voulaient 25 ans. Pour conserver un peu cette DA de jeunes. Donc vous, après 27 ans, vous serez plus président de... Peut-être même avant mes 27 ans, pourquoi pas. Si j'ai fait un bon travail, j'ai établi de bonnes choses qui permettent à l'organisation de prospérer, je n'aurai pas besoin d'être président. Il y a des postes honoraires après votre passage. Postes honoraires, c'est-à-dire peut-être président du conseil d'administration, ou bien PCA, ou bien peut-être président honoraire qui a fini son parcours et qui a fait des conseils. Ce sera juste en tant qu'alumni de Ah, ok. Voilà. En tant qu'alumni, je n'aurai pas vraiment besoin d'autres titres parce que moi je suis dans cette dynamique-là de donner aux jeunes la possibilité de se créer des expériences, d'avoir des titres, d'avoir un CV bien garni pour avoir d'autres opportunités professionnelles après. Donc, je ne suis pas le genre de personne qui veut monopoliser l'attention sur elle. Voilà, je veux donner la chance aux autres de briller autour de moi. Donc vous êtes là pour un temps, après votre temps, voilà. C'est ça. Vous faites le relais. C'est ça. Donc vous êtes pour l'alternance. C'est ça, bon, alternance c'est un peu trop dit, mais pour une succession rapide. Succession rapide. C'est ça, moi je suis pas dans ce thème d'alternance, je ne vois pas où il doit intervenir ici. D'accord, ok, pas de souci. Alors parlons maintenant de votre nouveau titre. Je pense que vous avez eu un titre au niveau de l'université. Alors oui, ce mois de décembre, j'ai eu l'honneur d'être élu par mes camarades étudiants en tant que président du bureau des étudiants de Swiss University. Et bon, c'était, disons, quelque chose qui a été préparé au long terme. C'est un projet, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a un programme bien rempli qui permettra aux jeunes d'allier amusement et travail et de se développer personnellement et professionnellement. Parlons un peu vous avez des programmes cette année? Oui, bien sûr, c'était le cœur même de mon projet, le programme. Donc, il est fait sur la base de quoi? Des problèmes qu'on a eu, de leurs solutions et d'innovation, simplement. En 3 grandes parties, éducation, loisirs et innovation. Allons sur la base de l'éducation. D'accord. Donc, l'éducation, ce serait déjà de permettre aux étudiants d'être des panélistes. Voilà, donc, on va organiser des conférences où ce seront même des étudiants de notre université qui animeront les panels, qui vont les modérer, et d'autres choses. On fera des formations, rédaction de CV, formation d'oratoire, voilà, tout ce qui touche au juridique, à la diplomatie, invitation des journées à thème, peut-être même des semaines à thème, comme on l'a dit, semaine du diplomate, semaine de l'entrepreneur, semaine du juriste, avec des invitations. Bon, comme j'ai eu la chance d'être aux affaires étrangères, j'ai, disons, un bon réseau. J'ai un bon réseau aux affaires étrangères, donc ça pourra nous aider dans notre université. Voilà. D'accord, ok, c'est bien, c'est une bonne initiative. Alors, je vais demander, restons dans le cadre de l'éducation. Vous avez parlé de toutes ces activités, mais concrètement, il n'y a pas de date fixe pour une activité au niveau c'est la prise de parole. Parce qu'en fait, quand je dis ça, il y a des jeunes qui nous écoutent, qui s'intéressent beaucoup à votre association, surtout au niveau de la diplomatie. Vous avez une association
majeurs en Côte d'Ivoire. Parler de diplomatie, c'est très important. Donc, ils veulent vraiment s'intéresser. Donc, vous leur dites quoi? De s'abonner à votre page concrètement pour attendre que les choses se prononcent bien concrètement. En premier lieu, déjà, je veux que vous fassiez la distinction entre notre organisation et mon bureau des étudiants d'abord. Ah, ok. Faites une distinction. D'accord. Le bureau des étudiants de mon université est réservé uniquement aux étudiants de mon université. Et j'avais pas encore fini d'en parler avec le programme parce qu'il y a plusieurs volets, éducation, loisirs et innovation. Et l'OIJD, c'est un autre cas. Voilà, l'OIJD est en train de mettre en place les dates. Tout sera communiqué à notre cérémonie. C'est pour ça que je vous ai dit, on invite tout le monde. Ok. Voilà, on ne cache pas les dates à qui que ce soit. Mais s'ils s'abonnent, ils auront encore plus d'informations sur l'organisation. Récemment, on a fait un webinaire avec des hautes personnalités du pays, des autorités qui ont animé ce webinaire, qui ont répondu à des préoccupations de jeunes. On était un peu plus d'une centaine à participer à ce webinaire. Ils ont pu poser des questions, avoir des réponses. Et même un des panélistes avait dit même qu'il avait présenté l'organisation au conseiller du ministre des Affaires étrangères. Donc ça fait qu'on est bien positionné en bonne phase de développement actuellement. Et en ce qui concerne mon bureau, les dates seront aussi communiquées bientôt. On vient d'être élu, ça fait pas encore 2 semaines. Donc on est en train de mettre en place le calendrier, la structuration et les nominations qui sont à faire. Voilà. D'accord. Alors parlons maintenant de votre passage au ministère des Affaires étrangères. Je me rappelle quand j'ai posté la fiche, tout le monde s'est mis à dire waouh, un jeune qui a déjà fait un passage là-bas, c'est quand même excellent. Et je pense qu'on veut en savoir un peu plus. D'où est parti votre contact entre vous et le ministère des Affaires étrangères? Pour répondre à cette question-là, je vais déjà vous dire comment on fait pour avoir un stage aux affaires étrangères. Il faut suivre, disons, une procédure qui commence par la constitution de votre dossier. Après, vous le déposez au service courrier des affaires étrangères. Et bon, vous patientez avec les prières, qu'on vous rappelle pour que vous commenciez votre stage, simplement. Avec les prières? Parce que c'est pas facile d'avoir un stage aux affaires étrangères. Ils ne prennent pas n'importe qui, c'est assez sélectif parce que c'est un ministère d'État. Voilà. Avant c'était un ministère d'État, maintenant c'est le ministre qui est là-bas, mais en tout cas ça reste, disons, une institution la plus importante pour le pays. Parce que c'est ce ministère-là qui gère les interactions entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. Par exemple, si le ministère de la Défense du Ghana veut alerter la Côte d'Ivoire d'une menace terroriste, par exemple, ils vont forcément passer par le ministère des Affaires étrangères pour transmettre au ministère de la Défense. Donc il y a toutes ces procédures qui se font. Donc le ministère des Affaires étrangères est une zone d'interface en quelque sorte. Qui gère tout ce qui est relations diplomatiques. Parce qu'en diplomatie, il y a un protocole à suivre. D'accord. Voilà. Et disons, les correspondances en diplomatie entre deux structures étrangères, ça se fait avec une note verbale. Une note verbale. Une note verbale. Okay. C'est une structure qui est définie depuis très longtemps. Voilà. On définit comment ça doit se présenter. Par exemple, quand ça commence, on dit, par exemple, la République de temps présente ses compliments à telle chose, à tel pays, à telle république, à telle ambassade. Donc, c'est une structure bien définie qu'on suit pour écrire un autre pays. Et ça ne va pas directement au ministère concerné. Par exemple, bon, c'est un peu confidentiel, mais je vais vous donner un peu un exemple. J'étais à la direction des enjeux globaux du ministère des Affaires étrangères. Il y a des invitations qui venaient. Et très souvent, ça tenait un peu autour des questions d'environnement, d'eau, ce genre de choses. Et il fallait transmettre au ministère de l'Environnement, au ministère de l'eau, ce genre de choses. Donc aussi, on a eu à faire cette transmission-là. Voilà, on a transmis ces messages-là parce qu'ils ne doivent pas entrer en contact et ils n'ont même pas les moyens d'entrer en contact directement avec un ministère étranger sans passer par les affaires étrangères. C'est comme ça dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est comme ça. Voilà. La plupart de ces règles diplomatiques ont été définies par les conventions de Vienne. Il y a plusieurs conventions de Vienne, tout est écrit. Je vous invite même à consulter cela. D'accord, ok. Vous avez d'être diplomate, d'être ambassadeur? Bon, ça dépend de quel type de diplomate. Parce que moi, personnellement, je ne me suis pas mis en tête que je vais devenir diplomate au ministère des Affaires étrangères, même si ce serait une bonne chose. Mais la diplomatie ne se limite pas qu'à notre pays, il y a aussi les organismes internationaux qui sont là pour ça. Voilà, donc on envisage aussi des carrières internationales à l'ONU, dans ce genre d'institutions spécialisées aussi. Non, mais je demandais, est-ce que vous rêvez d'être ambassadeur d'État d'un pays, par exemple la Côte d'Ivoire? Bon, mon rêve, c'est pas d'être ambassadeur, c'est d'être ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc je ne vais pas me limiter à être ambassadeur, c'est déjà de diriger ce ministère et de diriger tous nos ambassadeurs dans le monde entier. Voilà, donc je ne me limite pas à être ambassadeur parce que mon objectif, c'est que MAE. D'accord, ok.
Merci, M. Abdoul. Merci à vous. On va continuer. Alors, comment ça se passe concrètement les relations internationales entre les pays? Par exemple, si un pays veut se déplacer dans un autre État, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce qu'il fait un courrier ou bien est-ce qu'il appelle directement la présidence de ce pays-là? Comment ça se passe? Il faut faire attention à vos mots encore une fois. Un pays ne peut pas se déplacer dans un autre, sinon on peut dire que ce sera envahir l'autre pays. Mais si, disons, des autorités, chefs d'État, chefs de gouvernement peut-être, veut se déplacer dans un autre pays, même les députés, les ambassadeurs, il y a une procédure qui se fait. Et ça, c'est géré par le protocole d'État. Le protocole d'État est rattaché directement aux affaires étrangères. Voilà, tout ce qui est protocole en Côte d'Ivoire, c'est le ministère des Affaires étrangères qui gère. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'être dans cette direction aux affaires étrangères, après être allé aux enjeux globaux. Elle est gérée par monsieur, disons son excellence ambassadeur, monsieur Hippolyte Kieboué, qui gère tout le protocole de la Côte d'Ivoire. Et quand on veut aller dans un autre pays en tant qu'une autorité, pour bénéficier aussi disons, des honneurs, ce genre de choses, il faut envoyer un courrier à l'avance. Il y a des durées bien définies. Parfois, ça va à 2 semaines, 1 semaine. Et il faut mentionner la date, l'heure, notre provenance, notre lieu d'arrivée à toutes ces autorités étrangères-là pour qu'elles préparent la réception de ces autorités-là. Donc, très souvent, il y a une transition qui se fait. Quand un ambassadeur doit aller dans un pays qui est éloigné de la Côte d'Ivoire, il fait, disons, une transition, disons, une escale dans notre pays. En fonction de la durée de cette escale, on voit comment le recevoir. Voilà. Okay. Donc, il y a tout un travail à faire. Ça, il y a tout un travail. Rien ne se fait au hasard en diplomatie, tout est écrit déjà. Voilà. Et ce genre de déplacement, c'est géré par le protocole. Souvent, vous voyez, quand ils arrivent à l'aéroport, il y a le tapis rouge, oui. les personnes saluent. Tout ça, c'est la diplomatie. On salue, tout ça, c'est de la diplomatie. Ça rentre dans le cadre de la diplomatie protocolaire. Et je tiens encore à saluer aussi le réseau des jeunes protocoles de Côte d'Ivoire, voilà, qui sont nos partenaires, avec le président, M. Djoro Koutouan, un homme vraiment remarquable qui est aussi protocole de fonction. Voilà, je n'ai pas dit où parce que bon, en protocole, c'est la discrétion. D'accord. Ça, c'est ce que vous donnez aussi à nos jeunes. Vous pouvez répéter pour mon protocole là. Le protocole, c'est la discrétion, simplement. Voilà, on ne se fait pas trop voir. Il y a, disons, une dress code pour travailler, il y a une attitude à avoir, les positionnements. Ce n'est pas le hasard, le protocole. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Souvent, bon, des autorités nomment leurs cousins, leurs neveux pour être leur Est-ce que la tenue elle est essentielle? En protocole, comme en diplomatie, c'est essentiel. Et on ne porte pas des tenues un peu trop voyantes. C'est la discrétion. Par exemple, la couleur, c'est le bleu nuit. Les costumes qu'on porte, c'est toujours costume. C'est le dress code des diplomates, costume. Donc, bleu nuit, noir, gris sombre. Voilà, pas de couleur un peu voyante. Des chemises en bas bleu comme j'ai fait. Comme ça qu'on fait ou bien blanc. Avec des cravates un peu sombres aussi. Et là, moi, j'ai eu un autre exemple aussi sur ça. Il y a notre prof de protocole qui nous avait rapporté un jour qu'ils étaient allés à une fête. Ils étaient invités, une fête où il y avait des autorités, des ministres. Et là, il y a eu un de leurs collègues qui est venu avec un costume, disons, avec une couleur un peu orange, façon. Ah, d'accord. Donc, quand ils sont dans les toilettes, il lui a dit clairement: ah, mon frère, va t'échanger si tu peux, sinon ça va mal aller, il y aura des problèmes à cause de sa tenue. Parce que c'est la discrétion. Tu peux pas partir d'une activité et puis être plus brillant que le ministre. Effectivement. Donc, tout ça, ça rentre en compte. Et quand ils ont fini aux toilettes, ils sont allés à l'entrée, la sécurité l'a refoulé. Ah bon? La sécurité l'a refoulé. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte la tenue. Même si tu es en diplomatie, tu es dans un autre domaine, il faut vraiment faire attention à l'apparence. Donc, en gros, c'est ça, vous les jeunes, vous qui souhaitez apprendre la diplomatie, rejoindre l'organisation, il faut d'abord être discret. Si tu n'es pas discret, il ne faut pas aller faire la diplomatie. Parce que, voilà. Bon, tu peux apprendre aussi, on peut apprendre, tout apprendre. D'accord? On va revenir dans le débat, on va continuer. Alors, restons dans le cadre de la diplomatie, toujours. Je vais me demander, lorsque des officiels veulent se déplacer dans un autre État, c'est quoi le minimum de cortège? Qu'est-ce qu'ils prennent complètement? 10 personnes, 20 personnes? Parce que souvent, pourquoi je dis ça? Souvent, c'est un constat que j'ai fait lorsque le président se déplace. Il y a tout un cortège qui se déplace avec lui. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la diplomatie? Bon, c'est plus rattaché au protocole d'État, un peu, et aussi à la garde présidentielle, disons la garde républicaine qui assure la sécurité du président.
Voilà, ça, c'est pas nous qui allons dire qui doit protéger le président, qui se fascine. Nous, on a notre protocole du président qui est à ses côtés. Bon, c'est aussi un ambassadeur, si vous l'avez remarqué, Excellence, Monsieur Éric Tabat, qui est le protocole du président de la République. Donc voilà, il y a toutes ces opérations qui sont coordonnées. Nous, on n'a pas vraiment assez d'informations sur la question. Dans le cas général, on sait qu'il y a une ambulance, il y a des militaires, il y a sa sécurité, il y a sa voiture, son escorte et plein d'autres choses. Mais pourquoi tout ce cortège? Donc c'est nécessaire? Mais vous pensez qu'un chef d'État doit se promener? Ah non, j'ai posé la question. C'est pas possible. Un chef d'État, il y a un minimum, disons, d'honneur qui lui soit accordé. Il y a une sécurité qu'il faut mettre autour parce que si. Parce qu'il incarne l'institution. Il n'incarne pas l'institution, il incarne la nation entière. Ah, ok. Voilà, si jamais quelque chose lui arrive par malheur, c'est nous tous qui serons touchés. Okay. Voilà, donc il faut le protéger, il faut faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions pour nous amener, disons, à l'ère qu'on attend. Ok, d'accord. D'accord, merci M. Abdoul. Alors, on va parler maintenant d'un sujet qui est quand même intéressant et qui fait débat en ce moment, le cas de l'AES. Le cas de l'AES, tout récemment, le président Donald Trump a appliqué des restrictions dans le cas de certains pays, notamment l'interdiction, l'accès sur le sol américain. Et dans le constat, la liste des pays ciblés, on a le Burkina, le Mali et le Niger qui font partie de ces restrictions. On sait tous que le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays de l'AES qui ont formé une alliance qui ont de nouveaux espoirs, qui ne veulent plus être sur l'hégémonie de certains pays occidentaux. Qu'est-ce que vous faites? Quelle analyse vous pouvez dire à ce niveau? Est-ce que le fait que ces pays-là ont appliqué aussi une restriction qui interdisent aussi tous les Américains au niveau des droits du sol, qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Est-ce qu'on ne tend pas vers, je dirais, une crise diplomatique, ou bien est-ce que la crise existe déjà? Voilà. Donc, bon, là c'est une question qui est assez sensible, on va un peu s'étaler dessus. Déjà, je dois vous faire remarquer qu'en diplomatie, il y a le concept de la réciprocité. D'accord. Voilà, c'est universel. Ce que tu me fais, ce que tu me donnes, ce que tu ne me donnes pas, je fais pareil. Le concept de la réciprocité. Réciprocité en diplomatie. Réciprocité. C'est ça. Donc, les mêmes choses que vous nous faites, on vous fait la même chose. Donc ça c'est normal. Ça c'est normal en diplomatie. Et ça, moi j'ai été au contact de cela aux affaires étrangères. Par exemple, à la direction des privilèges et immunités diplomatiques accordées au monde du corps diplomatique ici, on remarquait parfois que la Côte d'Ivoire donne certains privilèges à d'autres pays et quand nos diplomates sont là-bas, c'est pas pareil. Donc il y a une réciprocité qui a appliqué. Le traitement, ça compte. Et la question de l'AES, moi personnellement, c'est une question que je suis depuis environ 2020. Voilà, quand les coups d'État ont commencé dans la zone, notamment avec le Mali. Je pense vraiment que, bon, moi je suis contre tout ce qui est coup d'État. Voilà, parce que c'est au peuple de décider qui il veut. Tant que leur choix est garanti, et c'est ce choix qui est exprimé, c'est la personne qui veut qui est installée, je ne vois pas pourquoi faire des coups d'État. Voilà, il faut faire attention parce que ça perturbe le développement. Et tous ces coups d'État, même les investissements même, deviennent risqués. Il y a des indices accordés au pays selon la sécurité de ces pays-là. Donc si par exemple, dans l'exemple, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire est frappée par des coups d'État, on va vraiment perdre beaucoup au niveau des investisseurs étrangers. Alors, donc il faut faire attention à toutes ces questions de coups d'État. Et l'analyse que je fais, c'est que l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, est dans une dynamique où ils ne veulent plus être, disons, tenus par un maître diplomatique. On va pas dire une chose pareille, parce qu'il y a longtemps qu'il y a déjà des tensions contre ces pays-là, notamment quand il y a eu, disons, le déguerpissement des Français et des Américains dans toute la sous-région. Voilà, ça a joué un grand rôle aussi dans le positionnement des États-Unis sur la scène géopolitique internationale. Et ensuite, je vous ai dit, je vais répondre au cas de Donald Trump. Bon, quand il était élu, la plupart des personnes, disons des Africains, ont sauté de joie, disant que Joe Biden n'avait pas, disons, une bonne gestion des relations diplomatiques et communautaires. Mais à ce niveau-là, ce qu'on remarque, c'est que Donald Trump commence à asseoir une politique de America First. America First. Donc, au détriment des autres pays, il privilégie seulement les Américains. Voilà, il a expulsé des Sud-Américains venus chercher un avenir meilleur dans son pays.
Bon, c'est un peu triste de voir ça, mais on peut dire qu'il a le droit parce que c'est son pays. Et bon, tous les autres pays aussi ont le droit d'appliquer une telle dynamique. Tant que vous êtes sur son territoire régulièrement avec tout ce qu'il faut, il n'y aura jamais de problème. Mais si jamais vous êtes là irrégulièrement, c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Et on a remarqué encore récemment qu'il a fait le rappel des ambassadeurs, je crois des 50 même diplomates américains posés en Afrique pour en envoyer d'autres ici. Donc c'est un peu triste de voir ça parce que, disons, l'ambassadrice américaine présente en Côte d'Ivoire ici, elle faisait un bon travail et elle a continué encore même jusqu'en fin d'année en concluant des partenariats, notamment au niveau de la santé avec la Côte d'Ivoire. On va avancer un peu sur ça. Le dernier point, c'est le cas de l'AES. Tout ça a commencé en 2020 avec les premiers coups d'État, notamment au Mali. Et en 2020, ces pays-là, peu à peu, ils se sont mis dans une dynamique de couper sous la bannière de leur maître. D'accord. Voilà. Okay. Ils ont fait un constat, c'est que le colonialisme est terminé, mais le néocolonialisme prend place. Donc, ils sont dans une dynamique de souveraineté, d'indépendance totale de tous ces pays occidentaux. Donc, vous encouragez le coup d'État, à vous entendre. Je l'ai déjà dit que je suis contre tout ce qui est coup d'État. Voilà, parce que quand le peuple choisit un dirigeant, il faut qu'il reste au pouvoir. C'est seulement si le peuple fait sortir le dirigeant d'eux-mêmes, voilà, peut-être qu'ils ont raison, mais les militaires n'ont pas leur rôle à jouer dans ces questions de coup d'État. Donc, c'est question de gouvernance aussi. Voilà, on a été victime de ça en Côte d'Ivoire. Bon, ça a aussi pénalisé le développement du pays, avec, disons, le point HKB qui devait être réalisé avant même 2005, mais ça a été réalisé un peu après 2013, 2014, par là, si je ne me trompe pas. Et ce que je dis, c'est que je n'encourage pas le coup d'État. Je suis contre toutes ces choses-là. Mais bon, étant jeune, quel est l'impact qu'on peut avoir? Est-ce que j'ai une ligne directe pour appeler les dirigeants militaires pour dire quitter le pouvoir, c'est pas bon, ça servira à rien. Voilà, donc on observe, on se forme, on apprend comment impacter plus tard quand on aura plus de pouvoir. Et la question de la, je l'ai dit, ils sont quittés dans cette dynamique de maître. Aujourd'hui, ils tissent des relations plus avec les BRICS, Turquie, Russie surtout, pour leur sécurité notamment. La Russie apprécie vraiment ces États-là. Bon, vous savez, en diplomatie, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié. Les États n'ont pas d'amis, que des intérêts. Que des intérêts. Chaque pays a son intérêt. Peut-être certains savent c'est quoi l'intérêt de la Russie de collaborer avec ces États. Est-ce peut-être pour prendre leurs ressources aussi en échange de leur sécurité? Mais on sait tous que ces pays-là ont des problèmes sécuritaires. Est-ce pour la sécurité, ces pays en échange de leurs ressources? Est-ce pour faire mal aux pays occidentaux? Parce que vraiment, les pays occidentaux étaient vraiment basés sur les pays de l'Afrique subsaharienne au niveau des ressources naturelles. Donc tout ça, ça joue un grand rôle. Voilà, donc moi je vois qu'ils sont en train d'essayer d'émerger, ils font de leur mieux, ils font leur révolution pour améliorer les choses chez eux, même si c'est un peu difficile en ce moment. Moi, mon souhait, c'est que tous ces pays-là puissent vaincre le terrorisme. Voilà, parce qu'on remarque, bon, ça paraît pas aux infos, ça paraît pas sur France 24 toujours, mais il y a vraiment des dégâts qui sont causés par les terroristes dans ces zones-là. Et moi, je tiens encore à féliciter le président de la République de Côte d'Ivoire qui ne ménage pas ses efforts en matière de sécurité. La Côte d'Ivoire est un des pays les mieux sécurisés dans la sous-région. Voilà, c'est vrai qu'il y a encore des attaques terroristes au nord, mais comparé à tous nos voisins de l'Afrique subsaharienne, on est les mieux protégés. Ça, c'est une fierté qu'on a. Et j'espère vraiment que ça continuera ainsi, parce qu'il y a des moyens qui sont vraiment mis au ministère de la Défense pour défendre le pays contre toutes ces menaces extérieures. Mais la Côte d'Ivoire a plus de moyens que le Burkina, si on veut le dire. Peut-être que c'est ce qui fait que oui, on peut le dire, mais quand on regarde déjà même la situation géographique de nos pays, eux ils sont, on peut dire, enclavés. Voilà, nous on a accès à la mer, ça nous donne plus d'opportunités, notamment la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, tous les pays du littoral qui ont disons, accès à la mer, qui peuvent avoir des ports et avoir des ressources économiques. Donc si par exemple, bon, j'ai remarqué même que le Togo était resté fidèle à ces pays-là. Si le Togo leur fermait la porte comme le Bénin et que la Côte d'Ivoire, ça poserait vraiment problème à ces pays. Mais là, il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire joue un grand rôle dans le maintien de ces pays-là. C'est vrai, on remarque sur les réseaux que les ressortissants de l'AES accusent les Ivoiriens d'être des traîtres, ce genre de choses. Mais c'est récemment qu'on a vu
disons, trois Parce que, chauffeurs. à vous dire, Il y a franchement, moi, je n'ai trois jamais vu chauffeurs. le président réagir. Hein. Il n'a Il n'a jamais réagi, non. franchement. Et ça Voilà. témoigne de, Voilà, de sa position. Voilà, franchement. il n'a pas réagi en tant que chef d'État, il n'a pas réagi à ce genre d'affronts qui sont faits à son égard. Voilà. Il a d'autres choses à faire. Il gère la sécurité. Même bon, la Côte d'Ivoire a envoyé des ressources au niveau du carburant récemment. Chez nous, nous avons entendu parler Oui, de la effectivement. Il y a même 3 chauffeurs ivoiriens qui ont été tués dans cette tentative d'aide au Burkina Faso. Donc je pense que vraiment c'est un peu triste de voir qu'on est insulté alors qu'on a tenté d'apporter notre aide à ces pays-là. D'accord, il y a un truc que je veux comprendre, franchement. Je pense que les internautes veulent comprendre aussi. Alors, quand on dit qu'on veut sortir de l'hégémonie des pays européens et qu'on veut prendre notre indépendance totalement, après, on va s'allier encore, parce que vous avez dit qu'ils sont alliés avec les BRICS. Est-ce que il n'y a pas une incohérence quelque part? Est-ce que s'allier encore avec les BRICS ne crée pas encore une autre hégémonie avec ces pays Bon, au départ, c'était vu comme la coopération, disons, sud-sud. Voilà, mais après, on a remarqué qu'il y a des superpuissances même qui sont à leur côté. Mais c'est pas pour autant que ça continuera comme avant. Par exemple, quand le capitaine Ibrahim Traoré va en Russie, on voit comment il est reçu par rapport à s'il partait en France. Voilà, donc il y a toutes ces questions qui rentrent en ligne de compte. Et je pense vraiment que c'est pas une collaboration avec maître et subordonné comme avant, comme il le disait. Ça s'est vraiment amélioré. Voilà, donc chacun vient à la table des négociations avec ses arguments. D'égal à égal, il n'y a pas de supérieur. Et je pense que vous le savez, au moment des indépendances, il y a des textes qui ont été adoptés. Ils sont disponibles en ligne. Je ne vais pas vraiment m'exprimer dessus, mais il y a vraiment la France, pour donner l'indépendance à des pays qui a exigé vraiment des ressources, des privilèges. Par exemple, sur certains marchés, on dit tu donneras l'accès à la France avant tout le monde en priorité, ce genre de choses. C'est écrit. Je vais vous faire parvenir les références plus tard, pour ne pas me tromper. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer, de nous développer, de trouver de nouveaux partenaires, d'équilibrer la balance, même si on peut le dire ainsi. Donc, toutes ces questions-là sont à prendre vraiment au sérieux. Est-ce que vous pensez que cette démarche, cette stratégie des pays de l'Ouest, est-ce que c'est une démarche noble? Ou bien peut-être c'est dans la manière de procéder qui n'a pas été adéquate? La volonté est bonne, mais procéder par coup d'État, c'est pas bon. Les pays membres de l'AES sont fiers de ces coups d'État-là. On ne va pas interférer parce qu'ils sont souverains. S'ils estiment que c'est bon pour eux, qu'ils le fassent, libre à eux. Mais nous, en Côte d'Ivoire, ici, on est contre toutes ces questions de coups d'État. Et je pense qu'il y a une stabilité en Côte d'Ivoire, un développement constant, notamment au niveau des routes, de l'économie et, disons, du niveau de vie des Ivoiriens qui s'améliore peu à peu. Voilà. Et on a eu, disons, une croissance fulgurante au niveau de notre classement à l'IDH. Voilà. Donc, on est vraiment en train de se développer. Il n'y a pas à tirer la sonnette d'alarme actuellement. D'accord, d'accord. Mais au niveau de la sécurité, les pays de l'AES rencontrent certaines difficultés, la question sécuritaire. Oui. Et quelle analyse pourrait dire sur ça? D'accord, donc moi je veux encore féliciter la Côte d'Ivoire qui a en son sein l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, l'AILCT, qui se situe à Jacquesville, qui est dirigée par le général Alakwame, qui est quelqu'un de très efficace, qu'on a eu à voir aux différentes conférences de l'AILCT organisées à Abidjan, avec les autorités militaires et voilà, des intervenants d'autres pays aussi qui sont venus. Parce qu'il faut savoir que cette académie-là, elle est régionale, et même avec des soutiens des pays qui ne sont pas sur le continent africain. Donc c'est là-bas qu'on fait les formations, nos stratégies de lutte contre le terrorisme. D'autres pays viennent se former ici même en stratégie de lutte contre le terrorisme. Donc la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le terrorisme, elle est très très bien placée. Voilà, les efforts sont faits. On aide aussi d'autres pays à s'améliorer en matière de lutte contre le terrorisme. Parce que c'est une question que vraiment, ça a toujours été un problème dans le monde entier. Mais pour parler comme les Ivoiriens, qui envoie les terroristes? Qui nous envoie ça? Bon, moi je ne sais pas vraiment qui envoie le terrorisme, mais selon les études de l'AILCT, ce sont des personnalités, voire des États peut-être même qui financent ce terrorisme-là. Et eux, ils utilisent ces ressources-là pour se développer, bien sûr. Mais pourquoi combattre contre le Burkina, qui est un pays voilà, qui n'est pas aussi développé que certains pays? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles
des États voulant les ressources du Burkina font exprès d'envoyer les terroristes pour que disons le Burkina par exemple, aille demander leur aide et quand ils viennent, ils vont prendre les ressources naturelles. Il y a toutes ces spéculations qui sont faites. Mais tant qu'on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas donner de préjugés comme ça, monsieur. D'accord. Donc, en gros, l'Afrique a beaucoup de ressources. L'Afrique est très riche en termes de ressources. Je vous donne même le cas du Congo. Ça, vous le savez, dans les années coloniales, c'était disons, leur point fort, leurs ressources naturelles et leur espace. Voilà, donc l'Afrique est riche en ressources naturelles. C'est un des continents les plus riches en ressources naturelles, voire même le plus. Et moi, j'ai un étonnement, j'ai quelque chose qui me fait un peu mal. C'est de voir qu'on est le continent le plus ensoleillé et qu'on n'utilise pas ces ressources-là comme il faut, cette ressource, c'est-à-dire le soleil. Et moi, je vous donne un exemple. Si on vous donne une voiture électrique avec des panneaux solaires, je vous jure, vous pouvez rouler toute une vie. Sans payer de carburant, toute une vie. Juste avec les batteries qui sont rechargées naturellement par le soleil. Donc moi, j'espère vraiment que les personnalités compétentes, les structures compétentes vont mettre ça à profit, mettre ça en valeur, le fait de mettre des panneaux solaires sur les voitures pour avoir des sources d'énergie. Bon, même si ça a apporté un gros coup aux manias du pétrole, comme Shell, Total, ils vont beaucoup se plaindre, mais... Non, mais il faut que nos jeunes s'intéressent aussi à la question. Et bon, nos établissements, il faut des formations. C'est ça. En diplomatie aussi, on parle beaucoup de toutes ces questions de ODD et d'énergie verte. Voilà. On veut former des éco-citoyens, comprendre la valeur de l'écologie pour la vie humaine, la vie terrestre, même la vie aquatique, tout ça c'est pris en compte par les ODD. Et on fera des activités sur tout ça. Ce sera présenté à notre cérémonie. D'accord, pas de souci. Janvier. Donc voilà, on vous invite encore. On y sera, franchement. Donc la question de l'écologie, c'est vraiment important pour l'humanité. Il n'y a pas de souci, on y sera, franchement. Moi j'ai hâte d'être à votre cérémonie. D'accord. Je ne saurais terminer l'émission sans poser cette question. Parce que franchement, je pense que c'est la question que tout le monde entend. Franchement. Est-ce que la diplomatie, parler comme les Ivoiriens, est-ce que il y a le monde, est-ce qu'on se nourrit quand même dans la diplomatie? Quelqu'un qui fait de la diplomatie, est-ce qu'il a les moyens de pouvoir se loger, prendre une maison, se nourrir convenablement? D'accord, donc ça c'est une question qui me fait rire parce que c'est assez évident. Voilà, côté ressources financières, il y a plein de diplomates qui a des problèmes. Moi avant c'était difficile. Par exemple dans les années 99, j'ai eu un échange avec un de mes maîtres de stage aux affaires étrangères qui me disait comme ça quand ils ont commencé dans les années 99, on peut te payer autour de 170 000 en tant que diplomate. 170 000. 170 000 en tant que diplomate. Ah, c'était dans les années 80. 99 par là. 99 par là. 199. Mais maintenant ça a évolué. On peut dire même par rapport à maintenant, c'était précaire. Voilà, donc quand ils l'ont affecté dans ses premières missions, il y a eu, disons, un boom au niveau de son argent, il a dépassé le million. Donc avec les années aussi, depuis le changement de régime, l'arrivée du président Alassane Ouattara, les salaires des diplomates sont vraiment élevés. Voilà, on est reconnu au rang qu'il faut, on a tous les avantages qu'il faut aussi. Donc pour un jeune qui veut faire de la diplomatie, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de problème d'argent, mais la difficulté en diplomatie, c'est d'y entrer. Voilà, c'est un milieu ce n'est pas restreint, ce n'est pas fermé, mais c'est sélectif. Pour être diplomate ivoirien, il faut passer par l'ENA, cycle supérieur. Donc c'est le meilleur. Cycle supérieur, ce cycle supérieur là, ça ne se choisit pas au hasard. Quand tu es parmi les meilleurs, s'il y a encore des places et que personne n'a choisi avant toi, c'est là que tu veux choisir la diplomatie. Mais si tu es le meilleur, si tu fais de ton mieux pour être le meilleur, il n'y aura jamais de problème. Tu pourras être diplomate comme tu le rêves. Ok, d'accord. Donc on a tous compris, les jeunes. Vous avez tous compris. Pour être diplomate, voilà, ça répond à un certain nombre de critères. C'est les meilleurs qu'on choisit. Donc pour être diplomate. D'accord, je pense qu'on va terminer l'émission. Merci d'être venu. Merci à vous, Monsieur Abdoul Hamid. Je rappelle qu'il est président de l'Organisation internationale de la jeunesse diplomatique, section Côte d'Ivoire. C'est quoi votre dernier mot? Vous regardez la caméra et vous donnez votre dernier mot. On est dans une nouvelle année, les jeunes s'intéressent à la diplomatie. Vous regardez la caméra, les jeunes de Côte d'Ivoire à l'international, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement? Oui, monsieur. Chers camarades jeunes, je voudrais déjà vous remercier de nous avoir suivis. Vous dire aussi que c'est un honneur pour moi d'avoir pu m'entretenir avec vous. Parce que la diplomatie est de plus en plus prédominante en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde. Et notre section de l'OJD est en quelque sorte leader de l'organisation dans le monde.
et c'est une fierté pour nous. On vous invite à nous rejoindre, à postuler à notre prochain recrutement, à participer même à notre cérémonie qui se tiendra au cours de ce mois de janvier. Donc on tient encore à remercier notre hôte qui a pensé à nous comme premier invité de l'année 2026. On espère que tout se passera bien. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'espère que vous autres jeunes comme moi, vous pourrez vous développer au mieux. Parce que moi, mon développement s'est fait en seulement 1 an. Wow. De janvier 2025 à aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant que j'ai commencé l'engagement associatif, étudiantin, communautaire. Donc je pense que j'espère aussi pouvoir aider un maximum de jeunes à s'engager autant que moi à atteindre les mêmes niveaux. Wow, super. Alors merci à tous. Merci d'avoir pu suivre l'émission Le Rendez-vous des Champions. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Comme je vous ai dit, abonnez-vous massivement. Alors, on aura d'autres émissions, d'autres initiatives qui seront prévues dans les jours à venir avec d'autres invités pour décortiquer l'actualité en général. C'était l'émission Le Rendez-vous des Champions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité sur d'autres questions. Alors, merci, à bientôt et bonne soirée à tous. Merci bien.